Donc moi, je crois vraiment au coup de foudre. C'est un truc que moi, je ressens physiquement quand ça m'arrive. Celui pour qui j'avais eu un coup de foudre à 18 ans, c'était à ce moment-là, c'était la nuit, on était dans le noir et j'ai juste entendu sa voix. Donc et pourtant Incroyable. je te dis que je suis sensible au physique, Ouais. tu vois. Mais donc je crois hyper fort à ça, ou en tout cas c'est quelque chose qui s'applique à moi. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Sounds silly. I don't care. I know who I am and walking on air. Il est à la fois simple et compliqué de présenter mon invité du jour. C'est une femme, comme les autres. Elle a un mari, une vie de couple, des enfants, un job et tous les petits tracas et bonheurs habituels qui vont avec. Mais c'est aussi une humoriste qui cartonne, sur scène, comme sur Instagram, au point virgule tous les mercredis soirs, avec la troupe du Jamel Comedy Club également, au Panama Café aussi, et sur les scènes de France, puisqu'elle est en tournée depuis plusieurs mois avec son spectacle Mauvaise Graine. Vous êtes forcément tombé sur une de ses vidéos sur Instagram où elle se filme le visage de très près, en selfie, généralement pour parler de son mari, de sa belle-mère ou de sa vie de famille. Vous l'avez sûrement reconnue. Aujourd'hui, je suis avec Marine Leonardi. Bonjour. Comment vas-tu, Marine, aujourd'hui? Super, je suis tellement heureuse d'être là. Merci pour l'invitation, vraiment. C'est moi qui suis très heureuse, très flattée que tu viennes à mon micro aujourd'hui. Marine, et pour commencer, est-ce que tu veux m'en dire un petit peu plus sur ton spectacle sur Mauvaise Graine qui Bien cartonne, sûr. si je me trompe Ouais, ça se passe très bien. J'ai de la chance, là. J'ai pas mal de gens qui se déplacent pour venir voir le spectacle. C'est un spectacle, honnêtement, sur une période de ma vie qui s'étend là, j'ai 35 ans, qui s'étend de 31 ans à maintenant. C'est-à-dire le couple, l'accueil dans ma vie de mes deux filles, les impacts que ça a eu sur ma famille, ma belle famille. Donc c'est vraiment une tranche de vie d'une femme de mon âge, on va dire. Une femme que je pense qu'il y a beaucoup d'auditrices Oui, qui exactement. se reconnaîtront dans ton profil, puisque c'est ce qui touche aussi dans ton spectacle et dans tes vidéos, c'est qu'on se reconnaît toutes évidemment dans ton histoire et dans tout ce que tu traverses depuis ces années-là. Marine, il y a un petit, avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, tu parles beaucoup de ton mari, Alix, dans tes sketchs et dans tes vidéos. Donc on a un peu parfois l'impression de le connaître. Comme tu le sais, ma passion à moi, c'est de remonter au début des histoires d'amour quand elles sont encore balbutiantes pour essayer d'en comprendre les ressorts visibles et invisibles. Donc j'ai vraiment hâte de parler de crush, d'amour et de couple avec toi. Avant ça, est-ce que tu peux te prêter au rituel crushesque qui est le suivant? Pas toujours évident de te présenter en 5 hashtags, s'il te plaît. Bien sûr. Hashtag maman, on va dire, puisque c'est un petit peu l'univers de mes réseaux. Hashtag maman, hashtag stand-up, hashtag fatigué, hashtag énergisé quand même par tout ce qui se passe en ce moment. Ouais. Et s'il en manque un, je dirais hashtag vacances, parce que là, elles arrivent bientôt et je crois qu'on est tous trop contents que ça arrive. Marine, on va prendre la machine à remonter le temps. Avant de rencontrer Alix, quelle était ta vie? T'avais quel âge? Tu faisais quoi? Est-ce que t'avais déjà eu des histoires amoureuses, sentimentales, marquantes qui t'avaient laissé des traces, qui avaient eu un impact sur toi? Ouais, alors donc moi j'ai rencontré Alix donc c'était il y a 8 ans, 2016, donc j'avais 27 ans et j'avais commencé, on va dire, ma vie amoureuse vers 18 ans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des petits copains, etc. Et oui, bien sûr, j'avais eu, on va dire, 3 histoires marquantes avant Alix. Les 2 premières, c'était vraiment des profils de garçons. Alors, franchement, moi, j'ai été très amoureuse à chaque fois. Ouais. Et je garde un super souvenir. Enfin, c'est vraiment, je suis fière et heureuse que la vie m'ait donné la possibilité de rencontrer d'autres hommes avant Alix. Ouais. Et ces histoires m'ont marquée. Mais c'est vrai que les 2 premières, on va dire que c'était des schémas un peu toxiques, quoi. C'était des schémas où je pense que j'avais pas forcément confiance en moi, donc j'allais vers les bad boys. Enfin, le truc hyper classique. Le classique. Le gros classique, ouais, un gros cliché. Quand tu dis bad boy, ça veut dire quoi? En tout cas, j'imaginais peut-être à ce moment-là que ces garçons
valaient mieux que moi, etc. Je me mettais dans des postures d'infériorité, je leur courais après, ça finissait par se faire. C'est vraiment les schémas des comédies romantiques qu'on a toutes regardées étant plus jeune. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ma 3e relation, pour le coup, c'était un garçon plus posé, plus sain. Ça a fini par s'arrêter parce qu'on prenait des chemins de vie différents. Il adorait le sport à haut niveau. Moi, c'est pas du tout ma came. Et je pense que juste à un moment, nos chemins de vie se sont arrêtés. Et après lui, donc entre ce garçon qui s'appelle Clément et Alix, j'ai fait un dernier bad boy. J'ai rechuté dans un truc bad boy. Et là, je me suis tellement sentie merdique que je me suis dit, ah ouais, stop. Plus jamais. Plus jamais. Et c'est là, à ce moment-là, en fait, peut-être que la vie aussi s'amuse à, tant que t'as pas compris la leçon, elle te reteste, tu sais. Il y a des trucs comme ça sur Insta qui traînent, genre la vie, elle te remet ton ex sur ton chemin pour voir si t'es encore bête. Tu vois, et donc c'est au bout d'un moment où je m'étais dit, bon, ça va, là, je crois que vraiment, je me respecte plus et c'est n'importe quoi. À ce moment-là, la vie m'a mis Alix sur mon chemin. On reparlera de ça, de l'expression que tu emploies, la vie a mis sur mon chemin. On en reparlera peut-être à bien la sûr. fin. C'est une des questions que j'ai, moi, sur la rencontre amoureuse, c'est où est la part de chemin, la part de hasard, la part de prise de décision de l'humain, ou est-ce que il se passe quelque chose? On en reparlera après. Donc, on va dire un petit schéma bien classique, comme tu l'as dit. Bien classique. Construction via les comédies romantiques. Donc, le mec, un peu bad boy, séduisant, séducteur. Exactement. Qui a pas forcément envie d'être amoureux ou qui veut pas le montrer. Non, dans tous mes schémas qui ressemblaient à ça, in fine, c'était des super belles histoires. Je crois, j'en sais rien, après que les mecs, à un moment donné, étaient amoureux. Mais c'est juste, j'avais l'impression quand même que, comme le point de départ était pas le bon, tu vois, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est assez galvaudé ce que je vais dire, mais il faut vraiment s'aimer soi-même pour être bien dans une relation. Et je m'aimais jamais assez. Donc à un moment donné, quand tout était ouvert, quand tout était aligné, la relation était géniale. Mais dès qu'il y avait une petite difficulté, le fait que je n'ai pas assez confiance en moi ou que je m'aime pas assez, ça faisait que tout devenait beaucoup plus compliqué que dans une relation où les choses sont plus équilibrées. Donc après, je trouve que ça reste des relations qui sont assez épiques, assez intéressante. Moi, je suis contente d'avoir vécu ça. Et aussi, ça me fait pleinement valoriser la chance que j'ai d'être avec Alix, qui est une personne bien dans ses pompes, qui m'admire et que j'admire. Donc, en fait, ça, c'est vrai que ça change tout dans une relation. Donc, t'en es à une dernière relation avec un bad boy, donc que la vie a remis sur ton chemin pour que tu prennes bien conscience qu'en fait, il faut que t'arrêtes. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qui va se passer? Comment Alix va arriver dans ta ma vie? Moi, j'ai fait une école de commerce, Alix aussi, on a des potes en commun. Et c'est marrant parce qu'Alix, il y a 10 ans avant notre rencontre, je sais qu'il m'avait rajouté sur les réseaux. Et ça m'avait marqué sa tête, etc. Et tu te souviens pourquoi? Non. Je me souviens pas pourquoi ça m'avait marqué. Et en fait, il m'avait rajouté parce que son coloc de l'époque s'amusait dans son dos à rajouter toutes les meufs suggérées pour le faire chier. Et après, il recevait 50 inbox et tout. Et donc voilà. Mais je me demande même si on n'était pas encore amis sur Facebook au moment de se rencontrer. Et donc, je le rencontre dans un bar. Et donc, sa tête m'est familière. De par le fait qu'on a des amis en commun, de par plein de choses. Pour le coup, il était aussi avec un très bon copain à moi. Donc, c'est le hasard. On se rencontre dans un bar, etc. On commence à parler. Je le charrie un peu. J'ai une copine que je trouve extrêmement belle qui me dit j'ai un crush sur lui et tout. Donc moi dans ma tête je l'envisage même pas parce que si j'avais été Alix, clairement j'aurais préféré Alexia. Mais d'ailleurs Alexia, si tu m'entends, il peut encore se passer quelque chose entre nous deux. Non mais vraiment une bombe et tout, une meuf hyper solaire, etc. Donc je sais pas, je me dis pas ce soir-là. Puis en vrai j'étais même pas trop dans ce mood-là parce que je venais d'essuyer les plâtres avec le dernier mec qui était vraiment toxique et le level plus de toxicité, donc je ramassais un peu. Quand tu le croises, du coup, là, t'as un crush sur lui, tu te l'autorises pas parce qu'il y a ta copine que tu quand je le croise, je me dis c'est marrant par rapport à ce qu'il est, ce qu'il dégage, le fait qu'on est déjà amis sur Facebook et que quand il m'avait rajouté, ça m'avait marqué, etc. Je me dis c'est vrai que c'est un truc où je pourrais creuser. Mais en même temps, je le trouve hyper gentil, ça se dégage de lui et tout. Même si je viens de faire une dernière histoire compliquée, j'ai pas encore complètement switché dans un schéma où je dois aller vers des cas gentils. Donc, il y a des trucs qui collent et des trucs qui collent moins. Et de toute façon, je suis dans un moment
où j'ai envie de faire une pause sur la recherche affective, etc. Je me vois bien être célibataire, vivre ma meilleure vie. Et kiffer. Et le hasard fait que le lendemain, dans ce même bar, on a un anniversaire en commun. Donc c'est marrant parce qu'on s'est pas vu depuis, on s'est jamais vu en réalité. Cette première soirée, vous vous parlez ou pas? Donc on se parle parce qu'il est avec un ami à moi, Lucas. Et donc, en fait, nous, on avait un dîner de copines dans ce bar-là, et lui, il est avec un ami à moi, Lucas, donc on se parle, etc. Mais complètement par hasard. Par hasard. Ok. Ça devait être, je dis n'importe quoi, un mercredi, et moi, je sais que le jeudi, je dois revenir dans ce même bar parce qu'il y a un anniversaire d'une amie. Mais je te dis, c'est des tout petits milieux, les écoles de commerce, on a le même cercle prépa, machin, etc. Et donc, dans ce bar, il y a un anniversaire le lendemain. Donc, j'y retourne le lendemain. Et alors bon, journée un peu particulière pour moi parce que ce jour-là, j'avais le permis, j'avais un job de commercial et franchement, j'ai failli crever, je faisais n'importe quoi, j'ai commencé à m'épiler les sourcils sur l'autoroute. Donc ce jour-là, c'est-à-dire que vraiment je faisais n'importe. Et ce jour-là, j'ai commencé à prendre une voie en contresens sans trop m'en rendre compte. J'arrive à cet anniversaire un peu en mode c'est quoi ma vie là, j'ai failli me faire un gros accident de voiture, mon job il me saoulait à ce moment-là, encore une fois je sortais de cette relation chelou avec un mec qui m'avait fait de la peine. J'arrive dans ce bar où c'est l'anniversaire et il y a pour le coup un de mes ex vraiment hyper toxique qui est là. Enfin, il était maqué et tout, mais genre commence à me charrier, à me parler de fou. Enfin, en fait, voilà. Et je sature et donc je me dis vas-y, je quitte cette teuf de merde. Et au moment où je quitte, je vois Alix qui arrive. Là, je vois qu'il me regarde d'une façon vraiment atypique. Et donc là, je fais ah ouais, d'accord. Et là, j'ai pas le courage. Et limite, je crois que je le regarde. Je vais y aller. Enfin, genre, faut me laisser tranquille. Et donc, je rentre chez moi. Puis 2-3 jours après, j'ai une très bonne amie à moi, une très bonne amie d'Alix, qui me dit, tu sais, franchement, il a eu un coup de cœur sur toi et ça ne lui arrive pas tout le temps. C'est pas du tout quelque chose. Enfin, Alix, c'est l'éternel célibataire. C'est vraiment un des meilleurs mecs qu'on connaisse. Tu devrais quand même y penser et tout. Et là, je lui dis non, mais alors Victoire, je t'arrête tout de suite. C'est pas du tout la phase de ma vie dans laquelle je suis. J'ai pas envie de cocher des cases. J'ai pas envie qu'on me fasse une espèce de mercato de potes en mode alors il est célibataire, tu es célibataire, ce serait machin. Vous allez bien matcher tous les deux. On vous organise un dîner. Donc je lui dis non, je crois merci de me laisser tranquille. Mais elle est hyper vindicative, Victoire, elle lâche rien. En fait, je pense qu'elle avait une intuition. Ouais. Et donc elle m'en parle. Bon, à chaque fois je l'envoie péter. Et puis l'été arrive, on a un mariage ensemble avec Victoire. Elle vient me revoir, elle me dit mais franchement t'es vraiment bête quoi, parce que là t'es vraiment en train de passer à côté de ton histoire et tout. Moi j'arrête. Carrément. Ouais, elle me dit c'est la dernière fois que je t'en parle, mais vraiment c'est ridicule et tout. Il est fait pour toi. Oui, il est fait pour moi. Et là, je fais, alors attends, tu sais quoi, si vraiment on se parle de ça, je vais lui écrire. Et donc là, je lui écris et je lui dis, bon, moi, je suis pas là tout le mois de juillet. Si tu veux, on se voit telle date en août. À un moment, en mode, je lui cale un rendez-vous en mode, viens, on se voit telle date et tout. Est-ce que lui, il était chauffé par Victoire ou par d'autres personnes du groupe? Non, Victoire lui avait un peu dit, écoute, elle est pas dans une phase où ça prend. Je fais ce que je peux, mais ça prend pas. Et lui, il avait un peu arrêté d'y penser, je crois. Il y avait eu aussi à un moment donné, je sais plus si c'est avant ou après ce mariage, on s'était retrouvés tous les deux à Wheel of Green et j'avais rejoint sa bande de copains sans savoir que c'était sa bande de copains vraiment. Et lui était reparti. Enfin, il y avait eu un croisement, on s'était pas vu et lui avait vraiment dit purée. En fait, le destin joue contre moi. Et donc lui, il y croyait plus trop en réalité. Okay. Et donc quand je lui envoie un message vraiment en mode, ok, si tu veux, on se voit tel jour, telle date en août à tel endroit, voilà. Enfin maintenant, je précise pas l'endroit, je dis voilà. Donc lui, il se dit c'est hyper cash quoi. Tu mets pas aucune note de romantisme là-dedans. Non, je dis coucou Alix, j'espère que tu vas bien. Si tu veux, on peut se boire un verre. Non, je mets vraiment un truc, c'est genre un entretien de personnalité quoi. Okay. Bon, et je crois qu'il se fout un peu de ma gueule. Il me dit ok, pas de problème, mais il commence à se foutre un peu de ma gueule. Et puis, pour le coup, tout le mois de juillet, on papote quand même. Enfin, ça sort, c'est pas genre on s'est par message. Par message. On papote quand même pas mal. Mais moi, à ce moment-là, en fait, je ne crois plus aux hommes. Enfin, je me dis, mais en fait, ça sert à rien de se mettre en tête un mec, nanana. Moi, je suis en mode, je vais faire la même technique que les mecs appliquent, c'est-à-dire les mecs, ils se tapent plein de nanas, et ils ont le pouvoir parce qu'en fait, nous, on est toujours prises pour des connes et tout. Donc moi, en même temps que je lui dis ça, à ce même mariage, en gros, je me tape un mec, tu vois. Et donc, moi, je vis mon meilleur mois de juillet. Le mois de juillet avance, je continue de parler aux deux. Je parle aux deux mecs, donc Alix et l'autre mec. Et puis, à un moment donné, on part en vacances avec plein de copains. Et là, je dis à mes copines,
purée, c'est bizarre, Alix me répond plus trop et tout. Et là, je sens, ouais, ça me fait un truc. Je me dis, purée, mince. Vous aviez entamé des sujets de conversation un peu intimes ou pas du tout? Non, ça restait en surface, mais vanne. Ça restait quand même en surface, mais on commençait à s'envoyer des trucs un peu mignons, tu vois, au moment d'aller se coucher et tout. Et là, je sens que pas de son, pas d'image et qu'il avait un mariage en Corse. Donc là, je me dis putain, tout ça pue et tout. Il me recontacte à la fin du mariage. Il a fait des trucs au mariage en Corse, mais je sais plus si je l'ai appris tout de suite ou après. Mais ce qui est hilarant, c'est qu'à ce mariage en Corse, donc il a chopé des meufs, mais il a notamment chopé une meuf qui a l'âge de sa mère. Mais genre volontairement. Et tu balances là. Genre pas du tout en mode bourré ou quoi. Je pense qu'il avait besoin d'enterrer son complexe d'Oedipe. Donc, je sais pas si elle s'appelle pas Monique ou quoi, mais on s'est tellement foutu de sa gueule. Mais genre, ça a été dit dans mon mariage et tout, dans son discours de témoin. Ok, donc crush avec Monique. Ouais, il a eu un gros crush sur Monique. Non, je sais plus comment elle s'appelle. C'est tellement drôle. Et donc voilà, donc l'été se termine et tout. Il te redonne des nouvelles ou pas? Ouais, il me redonne des nouvelles, mais je sens qu'il y a eu un petit décrochage. Et donc moi, je rentre à Paris début août. Et donc moi, j'ai vraiment les deux mecs. Enfin, je sens que je suis plus au taquet sur Alix, mais why not l'autre aussi, machin. Et l'autre est un gros connard aussi. Pour le coup, je mords pas trop au truc, genre. Mais il me fait rire l'autre et tout et donc j'entame ma semaine où je dois voir Alix, où je cale l'un un lundi, l'autre le mardi, etc., tu vois. Donc je cale Alix le lundi, l'autre le mardi, bref, ou le mercredi, je sais plus. On se voit le lundi avec Alix. Et alors déjà Alix il me dit, est-ce que tu veux qu'on se voit à l'hôtel Grand Amour ou au restaurant Les Deux Amis? Il me dit, y a pas. Après, il me dit, bon, il y a pas de message caché dans le sens. Enfin, si. Mais il me dit, Les Deux Amis, c'est un super resto. Je sais pas si tu connais, c'est dans le 11e, c'est à côté, il me dit, la bouffe est délicieuse, mais je veux pas que tu crois qu'il y a un message et tout. Et je lui dis, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se voir à l'hôtel Amour. On va quand même un peu miser sur nous et tout. Donc j'arrive. Il y a pas de message caché, moyen, quand même. Ouais, alors là, j'y crois pas du tout. Excuse-nous, Alix, mais là, moi. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Non. Tu mens. Exactement. Donc moi, j'arrive avec vachement de retard. Mon portable, je sais pas quoi, à l'époque, j'avais une 3310, il marche plus. Enfin, bref. Et j'arrive à l'hôtel Grand Amour. Et là, vraiment, je l'ai vu. Et je sais pas, je me suis dit, en fait, c'est l'homme de ma vie. Et j'ai eu un crush. Je me suis dit, c'est sûr, c'est l'homme de ma vie et tout. Et il était trop mignon parce qu'en fait, je pense que ça faisait longtemps qu'il était célibataire, il galérait avec les nanas. Je pense que émotionnellement, il faisait plus trop confiance aux nanas et tout. Et du coup, il était un peu maladroit et tout. Franchement, j'ai trouvé ça trop mignon. J'ai trouvé que c'était tellement en décalage avec, à ce moment-là, les histoires récentes que j'avais vécues et tout, que je me suis dit, mais enfin, c'est trop touchant. Ça m'a comme fait switcher d'un côté. Tu l'avais pas du tout revu entre les soirées, hein. Vous aviez que discuté par message. Ouais, on avait que discuté par message. Et là, tu le vois assis, genre, de loin dans la salle du resto et tu te dis, waouh. Ouais, je me dis, waouh, il est trop beau, il a l'air trop gentil. Enfin, puis je sais pas. Enfin, il y a un truc, il y a quand même une histoire, j'ai l'impression, dans les histoires d'amour, de chimie, tu vois, et je sais plus quel acteur disait ça, j'ai vu son interview, son nom m'échappe, là, sur Click, récemment, et justement, on lui posait la question de sa femme, parce qu'il est avec, c'est Bernard Campan, je crois. Bernard Campan, ouais. Bernard Campan, qui était... Bernard, si tu m'écoutes, tu viens à mon micro quand tu veux. Ah ouais. Non, mais je sais pas si t'as entendu, du coup, ce qu'il racontait, j'ai trouvé ça hyper touchant, où il disait, ma femme, oui, je suis avec elle depuis plus de 20 ans, quoi, mais c'est une histoire aussi de gabarit, tu vois, il parlait de gabarit, d'un moment donné, d'avoir la bonne personne. Et moi, quand j'ai vu Alix, je me suis dit, mais il me complète, quoi. Il y a un truc. Physiquement, tu veux dire. Ouais, exactement. Au début, c'était physiquement. Et puis après, quand je me suis assise et que j'ai commencé à lui parler, je l'ai trouvé tellement touchant que je me suis dit, mais enfin, il y a un truc, quoi. Est-ce que physiquement, tu dis, en faisant référence à Bernard Campan, il y avait une histoire de gabarit, comme si vous pouviez vous compléter et tu le voyais. Il ressemble au garçon d'avant ou pas, Alix, ou il est différent? Ah non, il est très, très semblable. Okay. Il a un peu pris du poids, mais franchement, je m'en fiche, mais il ressemble aujourd'hui. Et puis, il y a ce... Non, je veux dire, est-ce qu'il ressemble au garçon avec qui t'étais avant? Oui, tout à fait. J'ai un type. T'as un type d'homme. J'ai un type d'homme. Un type d'homme, ouais. Parce que ça aussi, c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi on a ce type d'homme, tu vois. Ah ouais, et puis alors moi, je vais te dire, je suis très sensible à ça. J'ai honte, hein, mais j'ai un crush souvent physique et chimique avant d'avoir un crush. Je suis pas du tout sapiosexuelle. Alors vraiment pas. Genre, ouais, mes comics, ça. Et là, il me parle de ça, je suis là, ouais, mais du coup, il ressemble à quoi? Enfin, moi, un mec qui me plaît pas physiquement, ça va être très compliqué. Et d'ailleurs, même si j'ai un type qui se répète chez mes ex et tout, ceux qui étaient un peu moins dans le type, ça me perturbait.
Il y a une histoire de taille, de carrure, c'est toujours des brins. Ouais, j'ai un type, quoi. J'ai un truc comme si chimiquement ça me complétait, quoi. Ok. Par exemple, je me vois pas du tout sortir avec un blond, quoi. Non, mais pardon, les blonds. Enfin, mais je crois qu'aucun blond n'a envie de me sauter de toute façon. Mais vraiment les blonds. Pas le blond. Pas le blond, non, pas du tout les blonds. Non, pas les blonds. Donc brun, plutôt mat. Ouais, brun, plutôt mat, plutôt poilu, barbu, plutôt. À ton avis, ça vient d'où? Tu sais ou pas? Ou est-ce que tu as des idées? Très honnêtement, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est pas du tout. Est-ce que ça vient des comédies romantiques, de la culture, par exemple? Bah oui et non, parce que bon, quand on voit un Brad Pitt et tout, c'est pas vraiment ça non plus. Ou un Ryan? Ouais, non, alors ouais, pas du tout. Alors là, Brad Pitt et Ryan Gosling, je suis pas du tout sensible à leur beauté. Enfin, un peu plus Brad Pitt, mais non, honnêtement, je ne sais pas. Et alors, j'ai eu des coups de foudre. Je crois que mon premier coup de foudre, c'était quand j'étais en 3e. Puis j'ai eu un coup de foudre à 18 ans. Et donc moi, je crois vraiment au coup de foudre. C'est un truc que moi, je ressens physiquement quand ça m'arrive. Enfin, et je l'ai eu évidemment pour Alex, mais je le ressens comme un truc. Celui pour qui j'avais eu un coup de foudre à 18 ans, c'était à ce moment-là, c'était la nuit, on était dans le noir et j'ai juste entendu sa voix. Donc et pourtant incroyable. Je te dis que je suis sensible au physique, tu vois. Mais donc je crois hyper fort à ça, ou en tout cas c'est quelque chose qui s'applique à moi. Et alors comment tu le définis, le coup de foudre? À ce moment-là, c'est un truc qui te tombe dessus? Ouais, moi c'est vraiment un truc qui me tombe dessus. Ouais. C'est une évidence. C'est une évidence. Alors mes deux coups de foudre, celui que je suis tombée un coup de foudre en 3e et celui à 18 ans par exemple, vraisemblablement c'était pas une évidence pour eux. Donc ça c'est perturbant. Okay. Du coup, moi c'est quelque chose que je vis intensément et de toute façon, moi ça me rend un peu triste. C'est-à-dire que c'est dans le sens, je déteste être dépendante. Donc du coup là ça crée une dépendance. C'est hyper chiant. T'es là, putain. Et dans les deux cas, et j'ai vécu mon coup de foudre avec Alix et merci la vie. Mais dans les deux cas, celui de 3e et de celui à 18 ans, celui de 3e, je suis pas sortie avec lui, mais je suis devenue très amie avec lui mais ça a duré 2-3 ans. C'était très lourd. C'était chiant. Et en fait, ça s'est arrêté quand j'ai eu l'autre coup de foudre. Et moi, j'ai l'impression que ça existe, mais je le vis comme quelque chose qui me tombe dessus, ouais. Ouais, c'est ça. Incontrôlable, une évidence qui est là et de laquelle tu peux pas faire fi, en fait. Et d'ailleurs, moi j'ai qu'une peur. Non mais vraiment, je le dis, là je suis folle amoureuse d'Alix, ça se passe trop bien et tout, mais j'ai toujours peur que ça me retombe dessus. Ça m'est jamais arrivé. Je sais pas si c'est lié à une zone d'insécurité quand même. Est-ce que le coup de foudre, c'était à un moment de ma vie où j'étais en insécurité, et du coup j'étais sensible à des sauveurs ou à des gens qui pouvaient me compléter. Aujourd'hui, je suis bien en mes baskets et tout, mais j'ai un métier, comme je suis en plus en reconversion, que voilà, j'ai un métier où je suis amenée à découvrir plein de gens tout le temps, des nouvelles personnes, des gens fascinants aux yeux des gens, des acteurs, des machins, et je me dis ah là là, j'espère que je ne revivrai plus le coup de foudre. Mais on a toujours des phases de vulnérabilité, même si on remet pas en question le couple, même si on remet pas en question l'amour, il peut toujours y avoir des moments, des manques de confiance en soi à un moment, ou en l'autre, ou un élan tellement fort qu'on a très envie d'aller vers les autres, et puis il peut se passer un truc à ce moment-là. C'est même la vie, je veux dire. C'est la vie. Ah non, mais après, comment tu le gères dans le couple, c'est une question, mais oui, c'est marrant que tu dis, je suis en fait une femme à coup de foudre. Moi, je suis une femme à coup de foudre. Tu fonctionnes à coup de foudre. Mais par rapport à toutes les personnes que tu as interviewées, tu as l'impression qu'il y a plus de gens à coup de foudre ou pas tant finalement? En fait, la question du coup de foudre, c'est est-ce que tu y crois ou est-ce que tu y crois pas? J'ai un peu l'impression que c'est ça. C'est est-ce que tu crois qu'un jour ça peut t'arriver ou est-ce que tu y crois pas du tout? C'est-à-dire que tu penses que l'amour en fait se construit et avec le temps, que ce soit sur une semaine ou sur un an, ou est-ce que tu crois à ce mythe qui vient quand même aussi de plein de références culturelles, notamment des films, où à un moment donné dans ta vie, pam, ça te tombe dessus et hop t'y passes toi aussi, et c'est génial les coups de foudre. Il y a aussi ça, tu vois, le coup de foudre. Il y a cette image de waouh, c'est la rencontre, c'est le truc que tout le monde veut. Mais toi, c'est un peu différent, j'ai l'impression. En fait, moi, mon analyse du coup de foudre, c'est que ça existe au même titre que l'hypnose marche sur certaines personnes et ne marche pas sur d'autres personnes. C'est une question de comment on se construit, notre rapport aux autres, notre rapport à plein de choses. Il y a des gens qui tombent en état d'hypnose, il y en a qui tombent pas en état d'hypnose. Après, c'est pas parce que il y en a qui tombent pas en état d'hypnose que l'hypnose en général n'existe pas, tu vois. Après, moi, la vision que j'ai du coup de foudre, en tout cas, si je remets en perspective avec mon expérience personnelle,
finalement, Alix, pour moi, c'est un peu différent parce que ça a été un vrai coup de foudre, mais comme c'était aussi bilatéral, etc., il y a une question de maturité, il y a une question d'avoir rencontré la bonne personne au bon moment. C'était quand même plus construit parce qu'on s'était vu X fois avant, etc. Quand je te parle des coups de foudre, un peu le truc qui te tombe sur la tête et tout, moi, ça n'a pas été forcément non plus mes histoires les plus constructives derrière. Donc, je crois que le coup de foudre existe. Maintenant, est-ce que les vraies histoires qui comptent sont que les coups de foudre? Ça, pour moi, non. Est-ce que la rencontre fait l'histoire? Est-ce que la rencontre fait l'histoire? Honnêtement, je pense que j'étais là-dedans avant et je ne le suis plus du tout. Et c'est marrant parce que là, ça va être une histoire qui va te faire marrer, mais le dernier mec toxique avant Alix, là, c'était vraiment une histoire de cinéma. C'est-à-dire que, ça c'est un peu dur de le dire dans un podcast, mais j'étais encore avec l'autre, Clément. Bon. Ça nous est tous arrivé, t'inquiète pas, personne ne juge. Un peu d'overlap. Donc j'étais avec Clément, c'était la fin. Hein. Vraiment, ça ne marchait plus. Et je suis dans le métro, je rentre au métro Concorde. Et là, je vois un gars. Ah. Et là, je me dis, ah oui, d'accord. Enfin là, vraiment, ça me tombe, mais comme une brique, à tel point que je me mets à trembler, tout, je suis obligée de m'asseoir, etc. Ouais, c'est pas vrai. Ouais. Et donc là, je me dis, il faut que je lui donne mon numéro. J'ai pas le choix, sinon je vais trop le regretter. Physique. Incroyable. Ouais, c'était. Et donc je commence à m'asseoir et je me dis à griffonner des trucs. Je me dis bon au pire il pensera que je suis une espèce de dessinatrice ou de designer ou quoi. Et donc parce qu'écrire son numéro c'est assez rapide en réalité. Donc ouais, je l'avais écrit, je savais plus trop ce que je faisais avec mon carnet. Et donc j'arrache la page et bien tout le monde me regardait et je le donne au mec. Et je sors. Tu lui dis quelque chose? Rien. Donc je sors de la rame de métro. Normalement et là tout de suite il m'écrit. Il me dit oh là là mais c'est dingue ce que t'as fait, etc. Je vois qu'il fait des fautes d'orthographe. Il signe Stefano. Et je dis t'es de quelle nationalité? Il me dit italien et tout. Alors à ce moment-là j'ai vrillé. J'étais complètement givrée. Donc je rentre. Je dis ok t'inquiète. Je rentre chez moi là mais je te recontacte et tout. Enfin un peu sous-entendu limite. Non mais le niveau de folie de la personne. Hein, où je me dis limite ok je vais mettre de l'ordre dans mes affaires et je me barre et je vais le rejoindre. Enfin genre n'importe quoi. Incroyable. Donc j'arrive chez moi, je prends une douche, je suis complètement à l'ouest. Mon mec de l'époque me dit mais enfin qu'est-ce que t'as et tout, je suis incapable de l'expliquer. Et alors après la chronologie des événements, je l'ai plus exactement en tête, mais pour faire court, on s'est revus. J'avais qu'une envie, c'était qu'il soit moche, con et tout parce que ça me remettait en question trop de choses dans ma vie. Évidemment, il arrive dans le restaurant. Une bombe. Évidemment, le mec, il est drôle, il est architecte, il est en train de designer le palais de justice, là. Tu vois, enfin, genre, l'enfer, quoi. Genre, il y a pas un truc, machin. Si tu veux, ça reconvoque tout mon manque de confiance en moi, tout machin et tout. Là, on s'embrasse et tout, incroyable. Et là, vraiment, je lui dis, mais c'était n'importe quoi. Le mec, je lui dis, t'inquiète pas, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais je vais mettre de l'ordre. Mais dans ma tête, c'était, je mets de l'ordre et on se casse en Italie. Ouais, on va vivre ensemble. Et le mec était pas du tout là. Quoi. Voilà, donc je me sépare de mon ex Clément, qui vraiment, je pense, c'était un soulagement pour lui. Du coup, après, je vais rejoindre Stefano. Et puis évidemment, histoire très classique. Bon, je te passe les détails parce que c'est quand même très rocambolesque. Enfin, l'histoire, la version longue, c'est à mourir de rire. Il y a même un mort dans l'histoire. Non. Pour te dire à quel point c'est énorme. Comment ça, il y a un mort? C'est-à-dire que un soir, donc on se voit, on fait l'amour. Et moi, ce soir-là, je sens que c'est vraiment la dernière fois que je vais le voir. Il est tellement incroyable, tellement beau que je ne dors pas de la nuit et je le regarde en me disant là, imprègne-toi de ce qu'il est parce que tu ne le reverras plus. Je sens que c'est la dernière fois, je sens qu'il va me ghoster et tout. Je le réveille de temps en temps juste pour qu'il me regarde, tu vois. Et vraiment n'importe quoi. Et donc c'est trop. Et donc le lendemain, mais vraiment, alors lui, je pense que c'était le roi des toxiques. Il me rhabille un peu comme une poupée et tout machin. Il me raccompagne au métro, il m'embrasse et les portes se ferment et je sens que je ne vais plus jamais le voir de ma vie. Je me mets à pleurer et tout. Et j'arrive à mon rendez-vous professionnel. Je commande 15 cafés et tout. Au bout d'un moment, le mec ne vient pas. Donc je dis, il est où machin et tout. Et là, les gens me regardent en mode, tu attends Bernard? Je dis oui. Je dis, Bernard est mort hier. Crise cardiaque. Et en fait, c'est pas drôle en soi, mais la situation était tellement... Et donc moi, le premier réflexe que j'ai eu, heureusement je ne l'ai pas fait, c'est de dire, peut-être que je peux rappeler Stefano pour prendre le petit-déj avec lui. Au lieu d'être triste que mon rendez-vous était mort, qui était quand même un mec que je connaissais en plus. Donc j'ai décidé de pas faire ça. Je suis rentrée à mon taf, je bossais chez Carrefour à l'époque, et j'arrive, mais blanche comme un linge. Mes collègues me disent, Marine, qu'est-ce qui se passe? Et là, je dis, Bernard Machin est mort. Mais j'étais tellement dans un état de sidération, mais en fait, juste de Stefano, quoi. Je m'en fous. Pas de Bernard. Pas du tout. Il y a limite des gens qui étaient là, mais non, mais Bernard est mort, mais les gens ne le connaissaient pas si bien, en réalité. La rumeur s'est répandue, et
À tel point que la rumeur au sein de Carrefour s'est répandue que c'était le big boss de Bernard, un mec qui est limite PDG du CAC 40 qui était mort. Ils ont dû envoyer un communiqué pour dire... Parce qu'en fait, moi, j'ai dû rentrer Tout ça à cause de toi. Oui, parce que moi, j'ai dû rentrer plus tôt chez moi, mais les gens se disaient « Oh, elle est trop sensible, elle adorait Bernard et tout. » Et donc... c'est très drôle. Rest in peace. Rest in peace Bernard. Et donc après, mais vraiment, je m'en remettais pas. J'avais appelé ma mère en me disant, maman, je pense que Stéphano, c'était l'homme de ma vie. Et ma mère m'avait dit, mais j'ai élevé une fille qui donne son numéro dans le métro à des inconnus qui croient que c'est l'homme de sa vie. Enfin, c'était vraiment trop ça drôle. me fait penser à 2 histoires quand même. Il y a un des premiers crushs que j'ai raconté, un des premiers épisodes. C'est une rencontre dans le métro. À Rio, entre une carioca, une brésilienne, et un français. Un tour du monde. Et il lui a donné le numéro de l'hôtel dans lequel il séjournait sur un bout de papier. Et ils ont réussi à se revoir. Et donc, ils sont encore ensemble? Ils sont restés très longtemps ensemble et elle habite en France depuis. Ok. Ils sont plus ensemble aujourd'hui. C'est quand même pas mal. Et il y a une autre histoire à laquelle ça me fait penser, c'est l'épisode 38, c'est l'épisode de Julien qui a beaucoup marqué les auditrices, je précise, de Crush. Quand on disait la rencontre ne fait pas l'histoire d'amour, c'est une rencontre de film qui se passe, que raconte Julien, où tout sur le papier est parfait. C'est la femme qui lui correspond, la femme qui l'attendait. Elle est parfaite pour lui, il est parfait pour elle. Ils ont les mêmes affinités, les mêmes références culturelles. Physiquement, c'est son type dans les deux sens. Ils se rencontrent, ils finissent par se rencontrer parce que le truc est à rallonge en plus parce que il y a plein de rebondissements. Ils finissent par se rencontrer. Ils s'embrassent dans une soirée comme dans La Boum avec le casque sur les oreilles et tout. Ils sortent ensemble et en fait, ça ne marche pas. Donc je spoil la fin, mais ça ne marche pas. Et la moralité de Julien, c'est de dire, ben ouais, la rencontre, en fait, aussi belle qu'elle soit, ne fait pas forcément que l'histoire d'amour va être belle et va durer. Pas du tout. Et dans le cas de Stéphano, c'était tellement ça. Mais là où c'est quand même... Tu t'accroches. C'est que, ouais, tu t'accroches. Enfin, parce que ce qui s'est passé avec Stéphano, donc il m'a ghosté, machin, Bernard est mort. Enfin, j'ai mis des semaines à m'en remettre. Ça m'a, je crois, ouvert la voie pour rencontrer Alix parce que ça a été ma dernière histoire vraiment fucked up. On fait notre vie avec Alix, j'ai accueilli ma première fille, etc. Et un jour, je prends la ligne 12, je m'assois et en face de moi, il y a Stéphane. Mais non. Et qui me dit « Ah, Marine, c'est incroyable, tellement heureux de te revoir. Déjà que j'adorais cette ligne, mais maintenant... » Et là, je me dis, bah là, c'est peut-être encore la vie qui veut vérifier si t'es encore débile. Ok. Mais c'est marrant parce que tu dis, il y a des gens à moments, enfin, il y a des gens qui sont là pour que t'aies des flamboyances dans ta vie, des moments un peu de film, tu vois, je crois. Et en tout cas, me concernant, c'est pas du tout ceux qui me font vivre des trucs, des sensations sur le long terme. Okay. Mais j'ai quand même des hommes comme ça qui sont là pour mettre, je sais pas, un peu d'épices dans ma vie, quoi. De me rasseoir sur une ligne de métro. En plus, lui ne vivait plus dans le quartier, tu vois. Donc c'était genre complètement fortuit, quoi. Pour revenir sur Julien et tout, il y a peut-être des gens qui sont liés aux rencontres et des gens qui sont liés aux histoires. Je ne sais pas. Moi, j'ai la chance avec Alix d'avoir le sentiment d'avoir eu un mélange des deux. Ouais. Je vois tellement d'amis qui ont des relations extraordinaires avec des rencontres pourries. Je pense qu'aujourd'hui, même si on a complètement dépassé ça, il y a une époque où c'était un peu honteux de rencontrer son gars sur Tinder ou quoi. Et aujourd'hui, il y a des histoires absolument merveilleuses sur les apps. Ouais. Je crois qu'il y a une vraie déconstruction à faire sur la rencontre. Tout est très, très intéressant. Et la rencontre, je suis bien d'accord avec toi. Alors que j'ai vécu des super rencontres. Sur le dating et les apps, t'as complètement raison, je pense. Ça a très mauvaise réputation, je trouve. Ah ouais? Ah ouais, quand même. Tu parles des belles histoires qui ont débuté sur des apps, mais t'as quand même pas mal de réticences au départ, quoi. Oui, comme si tu disais, ça pourra pas être une belle histoire. Ça marchera pas, de toute façon, c'est pas possible. Hein. Ouais. Tu vois? Ou ça se terminera. On a appris que tu es quand même une grande amoureuse parce que t'es quand même, on va dire, t'es dans t'es une super grande amoureuse dans la vie. Super, génial. Ah ouais, pour tout plaquer pour Stefano croisé dans le métro. Ça c'est vrai que c'est une belle histoire. C'est rigolo. Même s'il est italien avec ce hein. Ouais, Stefano, si tu m'entends. Et donc, t'en étais à rentrer dans le bar, enfin dans le restaurant. Bah là, je me dis, Amour. Là, c'est vraiment l'homme de ma vie, en fait. T'as la même révélation. J'ai la même révélation, mais là, cette fois, je le sais. Ouais, je me dis, en fait, c'est bon, Victoire avait raison, etc. Je le trouve hyper touchant. C'était un 8 août.
Et il me dit que le 10 août, c'est son anniversaire et que comme ça tombe l'été, souvent, ça passe un peu à la trappe, etc. Je lui fête son anniversaire le 8 août, je demande au restaurant de mettre une bougie et je lui dis, tu sais quoi, toute la semaine, tous les jours, on va faire ton anniversaire. On s'embrasse ce soir-là. Et puis alors moi, comme j'étais dans un délire post-Stéphano en mode, de toute façon, faut profiter, machin. Moi, c'était évident qu'on allait passer la nuit ensemble, tu vois. Ouais. Et là, je sais pas, il commence à faire une moue en mode non, rentre chacun de notre côté. Ah, jamais le premier soir. Un peu en mode, il voulait pas me mettre dans sa tête dans une catégorie pute ou fille facile. Ok. Mais comme ça venait de moi, j'ai envie de te dire, je suis déjà une fille facile. Let's go, tu vois. J'en sais pas parce que tu m'éconduis que je ne suis plus d'un coup une fille facile, tu vois. Je revendique. Je suis. Mais oui, non, mais genre n'importe quoi. Donc là, je lui dis non, mais alors je t'explique. En fait, tu vas rentrer à la maison avec moi. Dit comme ça fait très. Il était consentant. Et du coup, il rentre à la maison. Moi, je venais d'acheter un tout petit appart. Il y avait aucun meuble et tout, donc trop bien et tout. Et le lendemain, il me dit mercredi soir, gros dîner avec mes potes pour mon anniversaire. Est-ce que tu veux venir et tout? C'est pas que je voulais pas, c'est que je devais voir l'autre. Oui. Et du coup, je commence un peu à paniquer. Et là, je fais je peux pas. J'ai ma tante à Paris. Je commence à inventer et tout parce que je me dis ok, c'est l'homme de ta vie, non. Mais tu l'as déjà cru pour d'autres gars. T'as déjà eu quand même des signaux contradictoires. On garde le cap de vivre sa meilleure vie. Tu vois, on ne sait jamais. Tu vois. Et donc, j'arrive à jouer la montre et tout. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, non, mais c'est ridicule. J'ai envie de passer toute ma semaine avec Alix. J'annule l'autre. En plus, je vais pas me mettre en risque le truc. En plus, l'autre, c'est quand même un peu la bande de copains aussi. Ouais, je me dis, c'est pourri là. Là, c'est pourri. Okay. Donc, j'envoie un texto à l'autre, qui apparemment est encore un texto avec lequel les potes de l'autre s'appelaient Frouz. Et donc, apparemment, les potes de Frouz continuent de le charrier avec ce texto parce que j'envoie « Coucou petit chat ». Too bad, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Donc, écoute, je t'annule, mais vraiment, que le meilleur pour toi. J'ai trop kiffé. Merci pour cet été et tout. Mais vraiment, la meuf qui était. Et sauf que l'autre, c'était un peu plus un connard et donc il était pas habitué à ce genre de message. Il était pas content? Je crois que ça l'a fait rire aussi. Mais je crois que c'était un peu genre, mais tu te fous de ma gueule, en fait, là. Et moi, mais vraiment, à aucun moment, je me suis dit, c'est un message honteux. Je me suis dit, l'autre, c'est Frouz, c'est un petit con, tu vois, donc il va s'en remettre. S'il faut, il avait déjà même oublié qu'on devait se voir. On se voit mercredi soir avec tous ses potes qui hallucinent parce que c'est des potes à lui que je connais vaguement et tout. Donc Alix, ils l'ont toujours connu éternellement célibataire. Et puis là, on est indécollable. Ça, c'est vraiment la blague de la bande de copains, c'est que les premières semaines, en fait, les gens ne voulaient même plus nous voir parce que c'était un peu genre dégueu / indécent. On passait notre temps à se monter dessus et tout. Et donc on passe toute la semaine à faire que des trucs trop bien. Moi, je vais à peine au taf. C'est magnifique. Et d'ailleurs, Alix a fait un truc mais genre hyper mignon. Un jour, il a refait tout le pèlerinage de tout ce qu'on a fait cette semaine-là. Il a pris des photos et il m'a fait un carnet de la première semaine. Non. Parce que je lui demandais souvent au début de notre relation, raconte-moi la première semaine. Et je pense qu'il a eu peur un jour de l'oublier. Et donc, j'ai le carnet de ma première semaine avec Alix. C'est trop mignon. C'est trop bien de capturer le temps comme ça. J'adore, moi, ces souvenirs. Ouais, c'est trop hyper précieux. Il a emménagé chez moi 3 mois après. Ça a été vraiment très vite. Okay. Je me suis vraiment dit, c'est l'homme de ma vie. Et ce qui est marrant, c'est que nous, dans notre histoire, le démarrage a été tellement fort. Et après, on a eu Joséphine rapidement. En fait, au bout de 1 an et demi de relation, je suis tombée enceinte. Ouais. Elle est arrivée donc au bout de 2 ans et demi de relation. Et là, on a connu, même si c'est pas le sujet du podcast, mais des grosses difficultés de couple parce que c'était tôt dans la relation, parce qu'en fait, on a des éducations super différentes et tout. Ça, pour le coup, c'est un sujet que j'aborde dans le spectacle. Et alors, moi, je savais qu'elle viendrait, ces difficultés-là, parce que malgré le fait qu'on avait eu un démarrage incroyable, j'avais capté des trucs de sa personnalité, des trucs de comment il avait été élevé, qui seraient potentiellement des points de friction au moment où on voudrait notamment créer une famille. Mais je savais aussi qu'on les surmonterait. Lui, quand on a eu nos premières difficultés de couple, il est vraiment tombé de sa chaise. Ça a été très très dur pour lui parce que je crois qu'il était dans ce mood de la rencontre est tellement dingue que on peut pas tomber dans des disputes aussi triviales que celles de maintenant
alors que c'est féerique depuis. Mais on parle de la naissance après la naissance de Joséphine. Après la naissance de Joséphine, mais déjà moi quand j'étais enceinte, il y avait des trucs qui me saoulaient de sa famille, de lui, de machin. Mais je m'étais dit non, mais ça va aller. Et puis quand un enfant naît, il cristallise beaucoup de choses. Et puis à ce moment-là, je pense juste qu'on a réajusté des trucs que peut-être des couples réajustent avant. T'as quand même souvent un rééquilibrage à faire à ce moment-là, quoi. Tu passes de 2 à 3, déjà, je trouve que ça change tout. Et puis après, t'as juste le gosse, il dort pas, hein. Non, mais en fait, nous, on a eu, je pense, 2 types d'ajustages. On a eu les ajustages liés à la maternité et les ajustages liés à nous en tant que couple. Ouais. Et en fait, je pense qu'on était un peu trop restés dans ce truc de tout va bien, on est merveilleux, tout va bien pendant 1 an et demi, 2 ans. On a eu un enfant tôt par rapport à la chronologie de la relation. Là où peut-être des couples qui accueillent un enfant au bout de 5 ans ou 6 ans ont déjà eu le temps de redescendre un peu de la phase de lune de miel et de se dire certaines choses. Ouais. Donc nous, au moment où on a accueilli Joséphine, on a eu plein de choses en même temps. Et moi, j'ai senti que ça avait rendu Alix super triste parce que lui, pour le coup, il avait pas vu le truc arriver et je pense qu'il était encore sur le délire, mais enfin, une rencontre comme ça, et puis on était encore fusionnels, etc. On peut pas d'un coup juste s'engueuler parce que y a des ronds de café sur la table et putain, t'aurais pu nettoyer. Enfin, et nous, on est passé un peu brutalement de l'un à l'autre, quoi. Ouais, c'est ça, vous étiez encore en phase passionnelle, fusionnelle et petit être est arrivé. Voilà, exactement. Exactement. Tu parles beaucoup du couple dans ton sketch et dans ton spectacle. Mm-hmm. On se reconnaît tous dans les travers du couple dont tu parles. Comment il prend ça, Alix, tiens? Alors vraiment, il en a rien à secouer. C'est vrai. La plus grande force d'Alix, moi je trouve que c'est ce qui le rend extrêmement sexy, c'est qu'il en a rien à foutre. C'est-à-dire qu'en fait lui, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il vaut. Alors parfois ça a ses inconvénients parce que c'est un peu ses certitudes et lui-même, mais je pourrais le détruire sur les réseaux. Il me dirait franchement. Tu mens. Enfin, tu mens et puis il passerait à autre chose automatiquement. Alors, la vérité, c'est que je ne mens pas. Donc, c'est problématique qu'ils ne se remettent jamais en question. Mais enfin, lui, il prend ce qu'il a envie de prendre, quoi. Genre, s'il y a des vidéos qui lui parlent, il dit, ah oui, j'avoue, ça, c'est vraiment moi. La vidéo d'après, elle le défonce sur un truc qu'il a exactement fait, hein. Enfin, le récit est précis. Enfin, j'ai rien inventé. Le caleçon laissé gentiment en cadeau sur le bord de la salle de bain. Le caleçon, tout. Et là, s'il a pas envie de prendre ce point ou s'il se reconnaît pas dans le récit, il va me dire, non, là, t'as un peu abusé. Puis, mais en réalité, c'est marrant parce que ces vidéos-là nous ont plutôt rapprochés. Tu vois, ça c'est fou et c'est vraiment pas un truc que j'aurais pensé. Okay. Parce que ce qui se passe, c'est que avant c'était des reproches que je lui faisais dans l'intimité et qui me faisaient péter un câble. Et maintenant, je l'ai fait devant la France entière. Ça me fait beaucoup de bien. Les gens répondent, je me sens pas seule parce que moi aussi, du coup, je me sens plus seule. Et puis, je me dis, d'une certaine façon, je fais passer le message quand même sur le ton de l'humour, mais ça m'évite presque de lui dire à lui. Ta thérapie, c'est votre thérapie aussi. Mais j'aurais jamais pensé que ces vidéos auraient un tel succès. Je tombe de ma chaise. Ce qui est génial, je trouve, c'est le format que tu as donné avec vraiment le fait que le close-up. Mais ouais. C'est marrant, mais je comprends pas pourquoi les gens aiment ça. Mais c'est vraiment spécifique, en fait, je veux dire. Et c'est tellement con quand ils pensent. Ouais. Sauf qu'en fait, tu l'assumes tellement qu'en fait, c'est ta marque de fabrique. Bah ouais, je sais, mais c'est marrant. On sait que c'est toi. Pareil, je l'ai fait parce que je me dis les gens vont mieux me comprendre. Mais je me suis pas dit, les gens ont envie de voir mon nez d'aussi près. Mais maintenant, les gens, ils me mettent en commentaire, j'adore ton nez. Je me dis, bon, du coup, parfois, il y a la magie d'un truc aussi qui se passe, que tu ne l'expliques pas, mais. Ouais, enfin, bon, il y a ça, et puis il y a quand même tous les sujets que t'abordes. Enfin, oui, une fois de plus, tu mets quand même un coup de pied dans la fourmilière sur plein de sujets qui sont encore, bien sûr, tabous quand tu parles de la vie au quotidien avec ton mec, de ton couple, des hommes, des femmes, de la façon dont on gère les choses, la charge mentale, le foyer, les enfants, les grands-parents, les machins, et la sexualité, ce que t'en parles aussi. C'est vrai. Ça, tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant et je connais pas tant d'espace où on peut parler de sexualité du couple de façon complètement libérée et sans tabou. C'est vrai que moi, j'ai une chance immense, c'est d'avoir un mari qui m'aime, que j'aime et qui, comme j'ai expliqué dans Rien à secouer de ce que je peux raconter sur lui. Alors que plein d'hommes auraient pété un plomb, que je les égratigne comme ça en public. En plus, moi, j'ai un rythme où je travaille le soir, donc ils gardent quand même beaucoup les filles. Donc en plus, ça peut être dur moralement de se dire, là, elle est en train de poster des vidéos où elle me critique, alors qu'en fait, il y a plein de soirs où il aimerait pouvoir voir ses potes, boire des coups, et en fait, il gère tout seul nos 2 filles. Donc c'est pas facile. Mais j'ai la chance d'avoir un mari qui me donne cette possibilité de m'exprimer pleinement sur tout ce qui me tracasse.
c'est là où peut-être en effet le contenu est atypique, parce que il y a plein de femmes qui aimeraient pouvoir se plaindre de leur mari ou se plaindre juste même du patriarcat, de ce que la société attend de nous, qui a en fait des injonctions qui sont complètement irréalistes et c'est mission impossible en gros, et qui peuvent pas l'exprimer avec autant de précision parce que leur mari n'aurait pas envie qu'on parle d'eux sur les réseaux, et c'est entendable. Moi, je m'étais dit à un moment donné, si Alix me dit en fait là ça me saoule, arrête de raconter ma vie, arrête d'être aussi critique, franchement j'arrêterais. Je peux pas, ça marche parce que c'est en commun accord avec Alix. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que malgré tout, je crois, l'amour que j'ai pour mon conjoint et la bienveillance que j'ai et ce qui se dégage naturellement de notre couple, les gens le ressentent. Et je crois, peut-être que pas du tout, mais je passe pas pour une sorcière, il passe pas pour un connard. Non. C'est juste une vie de couple classique. Il y a des gens dans les commentaires qui sont là, Team Alix, enfin, voilà. Alors après, je vous le dis, lui, il fera jamais de vidéo parce que les gens sont là, est-ce qu'il peut faire une réponse, un droit de réponse? Lui, ça ne l'intéresse absolument pas. Donc, même quand il est s'il apparaît sur une vidéo parce qu'il passe derrière moi, il me dit, bah, tu la supprimes et tout. Donc, vraiment, ça l'intéresse pas. Mais c'est vrai que je reçois des messages, mais tellement touchants, de gens, de femmes qui me disent en fait, en ce moment, ça n'allait pas dans mon couple. Et juste de regarder tes vidéos, ça nous aide un peu. Mais déjà, moi, ça, c'est un truc de malade pour moi. Enfin, jamais j'aurais pensé avoir un impact comme ça sur les gens. Mais jamais, 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 quoi. Sur encore une fois, des anecdotes du quotidien qui sont hyper basiques, tu vois. Je parle de la charge mentale, c'est quand même un sujet maintes fois abordé. Mais je crois que juste d'être dans l'intime et dans des récits précis, les gens se disent, ah voilà, c'est exactement ça, moi ça m'arrive aussi. Ouais, je pense que t'as un vrai talent et les auteurs ont ce talent-là et les humoristes souvent, c'est de saisir le petit truc où tout le monde s'identifie, tout le monde bien se reconnaît. Bien du sûr. coup, ta copine qui te dit j'ai pas baisé, on baise une fois par semaine, et toi tu dis tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule. Ça, on a toutes vécu. Enfin, je veux dire, peut-être pas toutes, on est sûrement toutes différentes, mais il y a quand même un bon nombre de nanas qui avons déjà vécu cette situation et ce cheminement dans la tête de dire oh merde. Bien sûr. Parce que c'est une injonction aussi. Mais c'est clair. Non, mais l'injonction de faire l'amour à son mari, c'est un énorme tabou. Mais c'est un truc de fou. Ça, c'est un vrai tabou. Moi, je suis d'accord. Mais c'est un vrai tabou. Mais en plus, je trouve que même entre femmes, on se rend pas service, parce que moi, à un moment donné, où vraiment, on s'engueulait fort avec Alix au sujet de sa famille, Joséphine ou peu importe. Mes copines, elles me disaient ok, mais alors quand même, n'oublie pas, tu vas faire l'amour avec lui de temps en temps, parce que tu sais, un mec qui est vexé, un mec à qui tu fais plus l'amour. Tes copines te disaient vraiment ça? Mais elles me le disaient gentiment, avec plein de bienveillance, mais parce qu'à un moment donné, vraiment, j'étais en boucle sur le sujet. J'étais en mode, ça va pas. Un peu toutes les vidéos que je poste sur Brigitte, où je me prenais plein de conseils de ma mère, j'en pouvais plus. Brigitte, c'est sa belle-mère. Ma belle-mère. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, mes copines m'avaient dit, ok, mais est-ce que, me l'avait pas dit aussi cash que ça, mais en mode, n'oublie pas quand même d'avoir une intimité avec Alix, parce que c'est un homme que tu critiques, qui s'en délaissé, à qui tu fais plus l'amour, sur 1 an ou 2, c'est des mecs qui après peuvent plus facilement partir ou quoi. Et j'ai eu ce conseil, tu vois, avec beaucoup de bienveillance, mais à ce moment-là, j'ai pété un plomb. J'ai dit non, en fait, je ne vais pas le sucer. Je suis en train de vous dire qu'il me fait souffrir. Enfin, tu vois, genre, qu'est-ce qu'on demande aux femmes là? Genre, en fait, on demande aux femmes de quand même garder une certaine fréquence d'actes sexuels, parce qu'un mec qui se sent challengé et qui en plus ne baisse pas, c'est un mec qui peut baiser sa secrétaire. Enfin, non, mais on est où, tu vois? C'est clair. Mais sauf que ça, c'est un conseil débile, mais malheureusement, c'est un conseil réaliste encore aujourd'hui. Tu vois. C'est-à-dire que c'est complètement intégré. Et donc c'est là où c'est sournois, c'est que le conseil, elle le donne avec, comme tu dis, en toute bienveillance en voulant t'aider. Bien sûr, en voulant m'aider. Que ce soit les amis ou autrement, ou les magazines, ou les films, ou les séries, les machins, on est de toute façon soumise à cette construction-là aussi. Et moi, je trouve que c'est un sujet passionnant. D'ailleurs, je vais en parler cet été dans Crush. Je vais parler du désir au sein du couple, en abordant différentes situations dans lesquelles les couples se retrouvent. Et ben moi, je te dis merci d'en parler avec humour, parce que je trouve que l'humour, de toute façon, a cette vertu-là de dégommer et de faire émerger, et au moins de le mettre sur la place publique pour qu'on détabouise et qu'on en parle. Donc, bien sûr. C'est super cool. Moi, je m'étais pas. Alors pour le coup, je pensais pas que c'était un tabou comme ça. Parce que comme je fais beaucoup de stand-up, moi non plus, je pensais pas. Comme je fais beaucoup de stand-up et que l'idée du stand-up, c'est déjà d'amener sur scène des sujets un peu tabous.
et que j'en parle beaucoup sur scène, je m'étais dit bon. Ouais. Et alors là, quand j'ai vu, je sais plus à combien de millions de vues est la vidéo, puis pareil, des messages de femmes, genre merci. Je me dis non mais là, ça va pas. Qu'est-ce qu'on demande aux gens en fait, hein, ou qu'est-ce que les gens se mettent comme pression de... C'est dingue, hein. Ouais. C'est vraiment dingue. Si tu repenses à toute ton histoire avec Alix, Ouais. tout ce que tu nous as raconté, le passé, avant, tout ce qui s'est passé avant Alix, avant cette soirée à l'hôtel Amour où t'as l'évidence qui te tombe dessus, et puis tout ce qui s'est passé après, est-ce que toi, t'as un avis sur le destin, le hasard? Est-ce que nos trajectoires sont écrites? Est-ce qu'il y a une force supérieure qui peut, à certains moments, nous envoyer des signaux ou mettre des gens sur nos chemins? Ou est-ce que tu penses que l'homme a les pleins pouvoirs? Moi, de plus en plus, je crois au destin, mais je crois au destin, c'est-à-dire où malgré tout, on se met dans une dynamique de rencontrer son destin. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce soit à l'amour ou le professionnel, que la vie t'envoie des petits signaux, des petits trucs, et après, si tu sens que c'est ton truc, que c'est ta voie, c'est à toi de faire en sorte d'aller sur cette voie. Moi, par exemple, là, je sors un peu du contexte amoureux, mais le stand-up, j'avais toujours ce truc en moi de me dire, là, je suis pas sur mon chemin de vie avec un job classique. Et puis, la vie m'envoyait des petits signaux, des petits trucs que je saisissais pas. Et puis, à un moment donné, il y a eu une sorte de coordination entre ces signaux, ma force de travail, mon envie d'y aller, etc. Et puis, une fois que t'es sur ton chemin de vie, bah là, c'est incroyable à quel point t'as l'impression, alors c'est peut-être fantasmé, mais que les choses se facilitent. Et moi, je le ressens avec le stand-up et je crois que je l'ai finalement ressenti en amour aussi. C'est-à-dire que quand j'analyse notre mode de rencontre avec Alix, le fait que je savais qui il était quand je l'ai rencontré, qu'il m'avait rajouté sur les réseaux, que plein de choses que j'avais rencontrées, que j'avais eu une histoire très compliquée avec Stéphano juste avant de le rencontrer, et qui m'a finalement me mettait dans des bonnes dispositions aussi pour accueillir quelqu'un de beaucoup plus bienveillant dans ma vie, etc. Moi, j'ai l'impression que y a plutôt quelque chose de l'ordre du destin que du hasard. Intéressant. Mais du destin peut-être choisi. Ouais, c'est une espèce de sérendipité en fait. Ouais, exactement. Une concordance. Voilà. Entre toi, comment t'es. Exactement. Ta capacité à ouvrir les portes comme ça. Et des accidents qui arrivent à ce moment-là. Exactement. Exactement. Ouais. C'est un alignement. C'est peut-être ça qu'on appelle le destin. C'est l'alignement des événements et d'une réceptivité. Ok, très bien. Alors, juste pour terminer sur une note positive, est-ce que tu as envie d'adresser un message à Alix ? Ah bah oui, bah alors bien sûr. Alors il n'écoutera pas, je pense, ce podcast parce que monsieur a décidé de faire une cure de détox numérique, machin. Le podcast, c'est pas pareil que le C'est numérique. pas pareil. Je pense que mon cœur, il faut que t'écoutes ce podcast quand même. Mais bah je t'aime tout simplement et merci. Merci parce que même si j'ai fait une vidéo où je dis faut arrêter de remercier les hommes et de dire t'as la chance d'avoir un mari qui t'aide et tout. Dans son cas, à lui précisément, c'est vraiment mon binôme au quotidien. Et il m'a jamais lâché, il m'a toujours encouragé dans tout. Et il a dit un truc très juste à notre mariage qui m'a beaucoup touchée. Il m'a dit, Marine, je sais que t'essayes de me changer, etc. Sache que ça n'arrivera jamais. Et il m'a dit, je changerai pas pour toi, enfin parce que moi je suis quelqu'un de très dans le contrôle, donc je veux toujours que les gens fassent exactement comme je veux. Et lui, c'est quelqu'un qui m'échappe, qui me fascine et qui m'apporte au quotidien j'apprends de lui tous les jours. Donc merci pour ça et je t'aime. Merci Marine. Merci MC. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay.